comment un ver marin peut sauver des vies. Et je vais vous emmener dans tout le cheminement en fait, de cette découverte jusqu'au bloc opératoire, notamment avec des chirurgies un peu particulières, parce que c'est des chirurgies de face ou de membres. Donc moi, mon parcours, j'ai toujours été en fait, intéressé par la biologie marine, donc je suis docteur en biologie marine. Et vous allez voir sur mon parcours, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont guidé. Et notamment qui m'ont emmené en fait vers ce métier qui est la biologie marine. Je vous invite en fait, si vous voulez en savoir plus, en fait, faites Google, tapez mon nom ou Marina et vous allez avoir un tas de vidéos qui va vous expliquer en fait ce que l'on fait. Et donc vous allez voir en fait que ce parcours, donc moi j'ai toujours été intéressé par les vers marins. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des vers marins? Mais les vers, c'est extrêmement intéressant parce que ça colonise tous les environnements. Et quand vous faites de la physiologie, vous avez entendu parler de la physiologie comparée. Et quand vous essayez de déterminer en fait des processus physiologiques, c'est super d'avoir en fait des embranchements, des taxons qui colonisent des milieux différents. Et moi, je me suis intéressé donc aux vers marins tout simplement parce qu'il y en a dans la mer, il y en a dans les rivières, ce sont les sangsues, et il y en a dans votre jardin, si vous avez des jardins, ce sont les vers de terre. Et vous allez voir que le processus de respiration n'est pas tout à fait le même. Et donc à partir de cette recherche fondamentale, on a trouvé une molécule aujourd'hui qui est en train de révolutionner le monde médical. Et je suis sûr que certains d'entre vous en ont entendu parler ou peut-être même l'ont utilisé dans certains blocs opératoires. Donc voilà la molécule. Donc la molécule, en fait, c'était tout un cheminement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait de la deep tech. Donc moi j'étais intéressé par ce ver pour essayer de comprendre comment il était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et vous allez me dire, les gens du Sénat, ils n'ont pas autre chose à faire. Et donc moi je me suis intéressé à ça tout simplement pour essayer de comprendre comment en fait un organisme était capable d'avoir une double respiration. Et vous allez voir que marée haute, marée basse, je suis sûr que vous avez vu ces traces en vous baladant sur les plages de la côte atlantique. Marée haute, marée basse, eh ben en fait c'est l'ischémie-reperfusion. Et on en a parlé tout à l'heure, vous allez voir que ce ver marin a parfaitement répondu à la question d'ischémie-reperfusion. Donc le ver, vous l'avez là, c'est un ver extrêmement ancien. En fait, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années qu'il vit sur la plage entre la marée haute et la marée basse. Et vous avez la molécule d'hémoglobine qui colonise, en fait, qui circule dans le système circulatoire de cet animal. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est l'ancêtre de nos globules rouges. Donc l'animal, à l'origine, n'avait pas en fait, de globules rouges. Donc ce ver est un donneur de sang universel. Donc on a fait nos premiers produits qui servent en fait à la transplantation d'organes. Et vous allez voir que la transplantation d'organes, la problématique, c'est le temps entre le moment où on collecte l'organe chez le donneur et au moment où on va le greffer chez le receveur. Et vous allez voir qu'avec cette technologie, on est capable de multiplier en fait, les heures d'attente entre la collecte et la greffe, tout simplement parce qu'on va faire croire au greffon qu'il est toujours connecté à la circulation sanguine. La mise en place en fait, de ce protocole est extrêmement simple. Hein. Vous pluguez en fait, la fiole qui est ici, qui contient 1 g d'hémoglobine d'arénicole, avec des solutions de préservation de greffon. Et ça va vous permettre de tenir très très longtemps en fait, des opérations assez particulières. 3 chiffres. Donc qu'est-ce que sont ces 3 chiffres? 100 millions. 100 millions, il manque dans le monde 100 millions de litres de sang tous les ans pour satisfaire les besoins de la population mondiale, en plus des dons sanguins. 23 828 personnes, c'est le nombre de patients sur une liste d'attente en France. Enfin, dans le monde, il y a à peu près 250 000 personnes qui attendent un greffon. Et sur cette liste d'attente, entre 400 et 500 personnes décèdent tous les ans, en sachant qu'aujourd'hui, on perd à peu près un greffon sur 2. Alors, comment on perd ces greffons? Tout simplement, je vous ai dit que la greffe, c'est une course contre la montre. Un cœur, c'est 4 heures entre le moment où vous allez le déconnecter et le moment où vous allez le greffer. Un poumon, c'est 6 heures. Un rein, c'est 12 heures. Mais en fait, aujourd'hui, 20% ne vont pas être greffés parce qu'on n'a pas le temps d'aller les chercher. Et 30% vont être rejetés. Donc je parle notamment des reins. 30% vont être rejetés, notamment parce qu'ils n'ont pas été bien prélevés et ils ont été endommagés par le processus d'ischémie-reperfusion. 30 secondes, c'est quoi? 30 secondes, c'est une amputation toutes les 30 secondes dans le monde liée à un problème de plaie, et notamment les plaies du diabétique. Et vous allez voir que le dénominateur commun, vous l'avez compris, hein, c'est l'oxygène. Donc quand je vais parler de sang, je vais plutôt parler en fait, de culoglobulaire et l'hémoglobine qui va lier l'oxygène. Vous voyez bien que en fait, les culoglobulaires, la fonction prioritaire, c'est d'apporter de l'oxygène en fait, au tissu du patient.
La préservation d'organes, vous retirez en fait un organe d'un patient, il n'est plus oxygéné, je vais vous en parler. Et puis bien évidemment les plaies, les personnes qui souffrent en fait de plaies au niveau des membres inférieurs ou des artérites des membres inférieurs. Le problème de cicatrisation, c'est lié à un problème d'oxygénation en fait des plaies. Pourquoi on a besoin de ces produits? Pourquoi on a besoin de travailler sur le sang? Pourquoi on a besoin d'innover en fait sur cet aspect-là? Tout simplement parce que ici, je vous ai mis des images. Donc un accident sur la route comme ça, une personne qui est en état de choc hémorragique, on ne sait pas la transfuser sur un lieu d'accident. Donc qu'est-ce que vont faire les urgences? Ils vont remplir les patients pour éviter que le cœur se désamorce. De temps en temps, on met un peu d'oxygène en fait au niveau du nez. Mais s'il n'y a pas de transporteur d'oxygène, bah, le patient va très vite tomber en hypoxie. On a parlé tout à l'heure de la greffe hépatique. Ici, c'est une greffe hépatique. C'est 20 à 25 kg globulaires pour un foie. J'ai parlé à l'orateur tout à l'heure précédent. Il me disait, lui, son record, c'est 70 kg globulaires. Et j'ai mis deux photos en bas. Là, c'est des attentats, donc le 9/11 et donc le Bataclan. Moi, j'étais à Paris au niveau du Bataclan. Et donc là, c'est plus anecdotique. Vous ouvrez votre radio, vous avez un attentat quelque part dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous avez tous suivi ça. En fait, on parle de médecine de guerre. Parce que là, c'est 3-4... Le 9/11, c'est à peu près 6000 blessés. Donc, comment on fait? Ben, on va trier les patients. Et donc, ceux qui parlent pas. Et on peut très bien parler, en fait, en ayant une hémorragie interne. Et à Paris, il y a des patients qui sont décédés. Alors souvent on dit qu'en France on est autosuffisant en fait en produits sanguins, sauf que dans ces cas-là c'est vraiment l'urgence absolue et des patients sont décédés parce qu'on n'a pas pu les transfuser sur un lieu comme ceci du Bataclan. Et le lendemain en fait sur les panneaux parisiens il y avait ça, donnez votre sang, on a besoin de votre sang pendant toute la semaine, etc. Mais vous vous souvenez, il y avait des files d'attente devant les établissements français du sang. Et qu'est-ce que faisaient les établissements français du sang? Ben, on renvoyait les patients chez eux parce que le sang est un produit périssable. Quand vous donnez un culot globulaire, on peut le garder que 42 jours à 4 degrés. Après, il va y avoir des problèmes d'hémolyse, etc. Et après, on est obligé de le détruire. Donc voilà le contexte dans lequel je vais vous amener. Et maintenant, je vais vous parler en fait de mon parcours, comment j'en suis arrivé à rentrer dans des blocs opératoires et essayer d'apporter des technologies en fait innovantes pour les chirurgiens et pour les médecins que vous êtes. Donc moi, il y a quelqu'un qui m'a drivé en fait pendant toute ma jeunesse. C'est le commandant Cousteau. Vous avez peut-être entendu parler du commandant Cousteau. C'est un gars qui me faisait rêver. En fait, il partait en mission océanographique au bout du monde. C'est lui qui a inventé en fait les détendeurs pour faire de la plongée sous-marine. Et un jour, je me suis dit, je ferais comme le commandant Cousteau. Je l'ai rencontré, il m'a fait ma feuille de route. Donc j'ai fait un DEA d'océanographie, une thèse. Je suis parti ensuite après aux États-Unis. Je suis rentré au CNRS et donc je suis devenu chercheur au CNRS. Et puis j'ai fait, donc comme lui, j'ai navigué en fait sur la plupart des océans, donc Pacifique, Atlantique, Océan Indien, etc. Et je me suis intéressé en fait à ce qui se passait au fond de l'océan. En fait, le fond de l'océan, c'est pas du tout un fond de cuvette, hein, c'est un mouvement perpétuel en fait au niveau, donc il y a une expansion des océans. Et là, on avait dans les années 80-90, on avait trouvé une faune tout à fait particulière avec des vers qui faisaient 4-5 mètres de haut, 3 à 4 cm de diamètre. Et donc vous voyez en fait l'extrémité est rouge, c'est plein d'hémoglobine et j'ai caractérisé en fait cette hémoglobine. Et ces vers en fait sont tout à fait particulières parce que demain il n'y a plus de soleil, vous savez qu'on dépend de la photosynthèse, mais eux il n'y a plus de soleil, ils s'en foutent complètement parce qu'ils vivent sur la chimiosynthèse, la chimie du soufre. Et donc je me suis aussi intéressé à la plage. Donc la plage c'est super sympa, vous y allez pour poser votre serviette, pour aller vous baigner. Sauf que la plage, pour les organismes qui colonisent cet environnement, c'est un milieu extrême tout simplement parce que vous savez qu'en Bretagne, il pleut un petit peu. Donc eau douce, eau salée, il fait chaud, il fait froid. Il y a des paramètres physico-chimiques qui changent en permanence. Et lui, là, depuis 450 millions d'années, il vit dans cet environnement extrêmement fluctuant. Et je suis sûr que vous avez vu ça en fait sur la plage. En fait, en dessous, il y a un ver que l'on appelle Arenicola marina. Donc voilà le ver. Donc au début, j'allais avec mes bottes, ma fourche en fait sur les plages, collecter cet animal, je les amenais au laboratoire et puis j'étudiais en fait le sang de cet animal tout simplement pour essayer de comprendre comment ça respire. La protéine qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur, bien évidemment, c'est le transporteur d'oxygène. Et donc je me suis intéressé en fait au sang de cet animal. Vous savez tous qu'on a ça dans la circulation, donc par contre ce qui fait la différence c'est le typage sanguin. À l'intérieur de ces globules rouges, il y a des hémoglobines qui sont des chaînes, des protéines tétramériques, des métalloprotéines, 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta. Et en fait ce qui va vous donner votre typage sanguin, c'est des sucres
qui sont à la surface du globule rouge. Donc ça, c'est pour simplifier, parce qu'il existe plus de 300 groupes sanguins différents. Et moi, j'ai trouvé ça, en fait, chez le ver marin. Donc vous voyez, au démarrage, ça a commencé comme ça, par transparence. Vous voyez le vaisseau dorsal. Et cette molécule, c'est une nanoparticule. Donc c'est pas une photo, c'est vraiment de la cryomicroscopie. Et cette molécule est capable de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Tout simplement parce qu'à marée basse, l'arénicole arrête de respirer et il vit sur son stock d'oxygène qu'il a fixé sur ces petites molécules d'hémoglobine. En fait, ça, c'est la bouteille d'oxygène en fait, du ver. Et je dis toujours que le ver, c'est un champion du monde d'apnée. L'homme, c'est 11 minutes. Lui, il arrête de respirer pendant 6 heures. Tout ça parce qu'il a fixé énormément d'oxygène sur ces molécules. Au centre, vous avez des protéines qui vont conférer à la molécule une activité antioxydante intrinsèque. Donc tout ce que vous avez dans le globule rouge, les méthémoglobines réductases, les superoxydes dismutases, ça vous oubliez, mais la molécule, en fait, elle a évolué avec tout son système antioxydant. Et tout à l'heure, vous avez entendu parler d'ischémie-reperfusion, vous avez entendu parler de radicaux libres. Cette molécule, elle est complètement adaptée à libérer de l'oxygène dans un gradient, sans cofacteur, et en fait de neutraliser tous les radicaux libres en fait, que l'on va trouver dans la circulation sanguine. Donc encore quelques photos. Donc cette molécule elle est complètement caractérisée. Et ce qui est étonnant, vous lisez tous dans les bouquins de médecine, dans les bouquins de biologie, une protéine étrangère, réaction immunitaire. Ben ça c'est complètement faux. Il y a des protéines en fait, qui sont extrêmement bien conservées au niveau du règne vivant. Et notamment les globines, je ne sais pas si vous savez, mais le gène de globine, vous le trouvez partout. Dans un platane, dans un brin d'herbe, dans une bactérie et chez l'homme. Et pourquoi on trouve ça partout? Tout simplement parce que la globine, l'hémoglobine, au démarrage, était une protéine qui piégeait l'oxygène qui était toxique aux organismes anaérobies. Est apparu les métazoaires, et donc en fait, la protéine piège est devenue une protéine de transport. Mais vous trouvez en fait une homologie extrêmement marquée entre des globines de bactéries et des globines humaines. Donc 450 millions d'années, j'ai mis 3 millions d'années, qu'est-ce que c'est? C'est 3 millions d'années, c'est l'âge de notre ancêtre commun, qui était une femme qui s'appelait Lucie, 3 millions d'années. Les dinosaures, 70 millions d'années. L'invertébré Arenicola marina, 450 millions d'années. Et il y a une conservation de l'évolution des structures, en fait, dans tout le règne du vivant, autour de la chaîne de globines. Les premières manips, donc j'ai trouvé ça, donc c'était au début en fait, de mes travaux de recherche, et alors là je me suis fait convoquer dans un congrès de médecins, le club du globule rouge à Paris. Donc je suis sorti de mon laboratoire, et on m'a dit, alors c'était à peu près pareil, sauf que c'était un samedi matin, on m'a dit, viens nous voir, parce que nous on est le club du globule rouge, toutes les globines sont dans des globules rouges. Et donc je me suis dit toujours, en fait je me rappelle ça, je me dis en fait, soit ils m'ont invité pour animer le congrès, là, pour faire marrer un peu les gens, soit c'était parce qu'ils m'ont invité dans un dîner de cons. Et finalement, vous allez voir qu'au démarrage, je parlais, et puis à la fin, tout le monde dit, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça. Nous, on est médecins, on est hématologues, et on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et donc là, je suis retourné au laboratoire, et puis je me suis dit, bah, je vais essayer. Et donc j'ai exsanguiné des animaux de laboratoire, des souris, des rats, etc., vous injectez l'hémoglobine en fait, d'arénicole, il ne se passe rien. Vous avez un rat qui vit avec l'hémoglobine en fait, d'un invertébré. Et l'histoire a commencé comme ça. Donc ensuite, je quitte le CNRS parce qu'en fait, on me dit « Ah non, toi, tu es chercheur. S'il y a quelque chose, en fait, s'il y a quelque chose d'innovant ou de où on pourra valoriser, on le donnera à un industriel. » Et moi, je me suis dit « Mais c'est super frustrant. J'ai découvert ça. Pourquoi je ne peux pas aller de l'autre côté ?» Donc, je démissionne et je crée une société, une biotech qui s'appelle Emarina. Donc, bien évidemment, quand vous lancez en fait, ce type d'industrie, il est hors de question d'aller défauner toutes les plages. Il vous faut produire de l'arénicole. Donc, les premières années, j'ai acheté une ferme aquacole à Noirmoutier, donc la ferme marine de Noirmoutier, où on est capable, en fait, aujourd'hui, de faire plus de 30 tonnes d'arénicole à l'année. Donc, on a travaillé sur le cycle de reproduction de ces animaux. Les sexes sont séparés. Donc, il y a des femelles et il y a des mâles. Et on est capable, en fait, on fait de la fécondation in vitro. On a des larves. On ensemence nos bassins qui sont complètement caractérisés. Et ces vers, en fait, c'est comme du Good Manufacturing Practice parce qu'en fait, c'est des sites qui peuvent être audités par la NSM, par des organismes notifiés, ce qui a été le cas. Et donc, on produit des vers
complètement tracé. Et dans le petit flacon que je vous ai montré, je sais qui est le papa et qui est la maman en fait de la protéine qui est dans mon flacon. Donc on fait grossir en fait ces vers dans ces bassins. Ensuite, il y a un process complètement GMP en fait d'extraction de ces molécules via en fait ces vers. Alors bien évidemment, c'est plus vers par vers, hein. C'est des gros glaçons de plusieurs centaines de kilos de verre. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que comme c'est une hémoglobine extracellulaire, on peut la lyophiliser. Et là, ce que vous avez, c'est une petite révolution que vous allez probablement voir venir dans les prochaines années. C'est de l'hémoglobine en poudre. Donc, au lieu d'avoir un culot globulaire, vous allez avoir cette petite fiole qui contient la même capacité oxyphorique qu'une poche de sang. Sauf qu'ici, c'est 5 ans de date de péremption à température ambiante, sans typage sanguin, et vous pouvez la reconstituer uniquement avec de l'eau PPI, et vous avez la même capacité oxyphorique qu'une poche de sang. Donc nous, on développe ça pour amener ça justement dans les premières, en fait, en urgence, où on a besoin en fait d'aller transfuser des patients, ou pour des pathologies de type ischémie, AVC, infarctus du myocarde, ou drépanocytaire, en fait, dans les crises drépanocytaires. Donc le premier produit, le voici, donc Hémodelife, il est fini, hein, donc il est utilisé aujourd'hui en clinique. Donc la mise en œuvre, c'est simple. On a parlé tout à l'heure des poches de liquide de conservation des greffons. Alors les liquides de conservation des greffons, il y en a plusieurs, hein. Il y a le Celsior, il y a le Viaspan, il y a l'HTK, etc. C'est tous de l'eau, du sel et des colloïdes, dans lequel on va peut-être de temps en temps mettre des antioxydants, mais il n'y a pas de capacité oxygénante de ces solutions-là. Donc nous, en fait, on met 1 gramme d'hémoglobine dans ces poches et on a vraiment 1 litre de solution oxygénant. Et donc comment ça se passe après? Donc les chirurgiens vont amener en fait le rein en fait sur la back table une fois qu'ils ont retiré le greffon, les greffons en fait du patient. Ils vont perfuser le greffon avec cette solution là pour éviter justement, pour rincer le greffon, pour pas qu'il y ait de problème de coagulation à l'intérieur du greffon. Et puis après ils vont baigner en fait le greffon dans la solution. Donc la préservation de rein, ça a été fait. Donc aujourd'hui, vous avez un paramètre qui est extrêmement important. Vous savez, alors déjà il y a un problème au niveau de la transplantation rénale, c'est qu'on a de plus en plus des donneurs à critères élargis. Et donc en fait, ces organes sont extrêmement sensibles à l'ischémie-reperfusion. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette solution, on est capable d'apporter en fait des organes qui en fait on fait croire à l'organe qu'il n'est même pas déconnecté. En fait, il a toute l'énergie nécessaire à son métabolisme. Donc, on a également fait des transplantations de face. Vous avez peut-être entendu parler en fait de cette fameuse transplantation où un patient en fait a eu au démarrage une neurofibromatose et donc il a eu une opération en fait très tôt en fait dans sa vie. Il a fait un rejet chronique de cette première face et finalement il a été retransplanté avec la technologie. Il faut dire que c'était une opération extrêmement sensible, hein. Il est resté quasiment 3 mois sans face dans un bloc, dans une salle blanche en fait à Georges Pompidou et il a bénéficié de la technologie. Vous avez en fait, ça se passe comme ça, donc le chirurgien amène en fait la solution à l'endroit où il va collecter le tissu. Ici, vous avez la face en fait dans le bocal, et donc il a perfusé avant. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, et quand vous parlez en fait au chirurgien, la face est vivante, c'est-à-dire que vous avez suffisamment d'énergie. En fait, la peau est rose et quand on le remet en place, il n'y a pas du tout de phénomène en fait d'ischémie. Vous pouvez donc c'est ce qu'ils font en fait quand ils appuient en fait sur la face, il n'y a pas du tout de zone blanche et en fait quand il a été perfusé la première fois, il a rejeté sa face justement parce que en fait il y avait énormément de zones ischémie en fait sur le tissu. Vous avez peut-être entendu parler il y a 15 jours en fait d'une transplantation de 2 avant-bras. Donc ça a été fait avec la solution. Et là c'était aussi quelque chose, donc on parlait de plusieurs heures. Cette opération a duré une vingtaine d'heures. 50 personnes dans le bloc opératoire. Une double greffe en fait des 2 bras. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là c'est pareil, c'est des tissus composites, c'est de l'os, c'est des muscles, c'est des vaisseaux, etc., etc. Là en fait on perfuse le bras en fait avec cette solution là. Vous voyez la couleur? Peut-être 10 minutes après, en fait, il y a même, en fait, on a des vidéos où, en fait, il y a 2 doigts ou 3 doigts qui bougent, tout simplement parce qu'on amène de l'énergie nécessaire, en fait, aux muscles. Et donc, il y a eu pas mal de communication il y a quelques temps, en fait, sur cette double transplantation. Donc, vous voyez, la personne, en fait, c'était un Indien de Cochin, en fait, qui a pris un câble haute tension, donc avec les 2 mains, et donc, en fait, il a perdu ses 2 avant-bras. Et donc là, 2 mois après,
et là il commence en fait à bouger les membres. On travaille également sur d'autres applications. Donc, je vous ai parlé en fait de la cicatrisation. Aujourd'hui, donc, on a une technologie qui permet donc de greffer ces molécules sur un tas de matrices. Ça peut être des hydrocolloïdes, ça peut être en fait des gels, etc. Et là, on va avoir un pansement oxygénant. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas amener de l'oxygène par la voie topique, vous mettez en fait ces pansements sur ces plaies-là. Et en fait, dû à la forte affinité de ces pigments respiratoires pour la plaie, en fait, on va drainer une plus grande PO2 en fait au niveau de la plaie, et on a montré en fait des vitesses de cicatrisation qui sont multipliées d'un facteur 9, tout simplement parce que l'oxygène est vraiment indispensable dans toutes les étapes de cicatrisation. On travaille également sur des pathologies dentaires, notamment dans tout ce qui est périimplantite, maladie parodontale. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la différence de tout ça? C'est que là, on va aller cibler les pathogènes en fait anaérobies, les Porphyromonas gingivalis. On fait des gels que l'on va mettre dans les poches parodontales ou autour de l'os sur lequel en fait il va y avoir une périimplantite. Et donc on arrive avec cette technologie-là en fait à détruire tout ce qui est bactéries anaérobies en apportant de l'oxygène en fait à ces pathogènes. On a des développements également sur la drépanocytose. En fait, c'est sur toutes les maladies de type ischémique. Donc, et là, qu'est-ce que ça fait? La molécule, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. Et elle est 40 fois plus oxygénante que des hémoglobines tétramériques. Donc, même dans des thrombus comme ça, en fait, la molécule arrive à se faufiler et arrive à aller délivrer de l'oxygène après en fait, le blocage de la circulation sanguine. On a travaillé également sur des essais Covid. Alors les essais Covid, c'est lié en fait plutôt au syndrome de déficience respiratoire aiguë. Je vous ramène en mars 2020. Mars 2020, donc big pandémie, où en fait tout le monde est paniqué. Vous avez entendu parler de manque de... vous étiez en première loge en plus, manque de respirateurs. Et donc en fait on me contacte, on me dit est-ce que tu peux pas aider en fait pour essayer d'amener ta molécule en fait dans ce type de pathologie. On fait très vite avec Georges Pompidou, la Salpêtrière, un protocole pour essayer d'apporter en fait de l'oxygène à ces patients qui ne pouvaient pas être intubés pour des raisons de comorbidité. Après, on s'est aperçu que le Covid, c'était pas uniquement pulmonaire, c'était aussi en fait circulatoire, avec énormément de thrombose, avec l'endothélium vasculaire en fait qui est abîmé en fait par les protéines spike du virus. Mais cette molécule, encore une fois, elle a une très forte affinité en fait de captage de l'oxygène en fait au niveau des poumons, et elle peut encore se faufiler en fait dans les zones où il y a des thrombus. Donc voilà, j'arrête là juste pour vous dire que je vais vous parler en fait ce que je vous ai raconté. Vous avez vu, j'ai rien inventé, j'ai juste marché sur la plage, j'ai découvert en fait ce ver marin. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Je vous ai parlé de marée haute, marée basse. Marée haute, marée basse, c'est ischémie reperfusion en médecine. Lui, en fait, ce ver, il a répondu en fait à ça depuis des millions d'années. Et donc moi j'ai essayé de comprendre comment ce ver respirait entre les deux cycles des marées, mais en fait j'ai récupéré 450 millions d'années de recherche et de développement qui avaient été développés par la nature. Et donc c'est pour ça que le terme biodiversité, c'est pas forcément un terme de bobo parisien en disant oui il faut protéger la biodiversité. Tout simplement la biodiversité c'est extrêmement important et la nature c'est extrêmement important parce que la nature c'est une bibliothèque d'innovation. Et là, je vais vous amener en fait dans un manoir. Vous êtes avec moi, dans le manoir, il fait super froid. Et vous avez derrière une belle bibliothèque comme ça, avec plein de bouquins, une bibliothèque, une cheminée et une boîte d'allumettes. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller brûler les bouquins pour réchauffer la pièce. Et puis après, il n'y a plus de bouquins dans la bibliothèque. Vous allez brûler la bibliothèque puisqu'elle est en bois. Et puis après, il n'y a plus rien. Et puis vous vous dites, mais finalement, est-ce que j'aurais pas dû lire les bouquins de cette bibliothèque plutôt que de les brûler? C'est pour ça qu'il faut protéger la biodiversité. Voilà, je vous remercie de votre attention.